bonjour à tous, bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il commence à faire un petit peu plus frisqué le matin. Ça tombe bien, Justine est là pour nous rhabiller pour l'hiver, mais gentiment, bien sûr. Oui, tout à fait, on va parler tendance aujourd'hui. Il y a des tendances, alors c'est plutôt quoi, carré de l'hypoténuse ou... Pas loin, c'est le carreau. Le carreau, voilà. Ouais, je m'en doutais, j'étais sûre, c'était notre thème du jour, ça tombe bien. On va parler avec Karl des rapports entre science et philosophie. Et puis pour le reste, la science est en fait toute, un peu partout en France et en Ille-et-Vilaine également. L'équipe de l'Espace des Sciences, vous allez voir, prolonge encore un peu plus les festivités avec un festival qui propose des animations gratuites et des conférences. On verra ça dans quelques instants. Nous verrons également comment sensibiliser les plus jeunes à la science et aux enjeux environnementaux. Une école de Vannes mène une initiative en milieu scolaire pour préserver la biodiversité et notamment les chauves-souris. L'enseignant responsable du projet et 2 de ses élèves seront avec nous. Enfin, comme chaque semaine, Billy est allé à la rencontre d'une association de notre belle région. Tout est dans le titre, AR ta tête devient athlète. Voilà, bienvenue à vous en ce mercredi matin. Bonjour à tous. Bonjour. De la forme, ça a l'air. Grande forme. Ben oui, je vois ça, tout va bien. Ma chère Catherine, la science. C'est la fête. Ouais. Ouh, c'est la fête. Ah, j'ai oublié les cotillons, j'ai oublié tout ça. Non, c'est chouette. Et c'est bien mérité que ce soit la fête de la science aussi, même si c'est un jour par an. Heureusement, il y a des gens qui travaillent un peu toute l'année pour ça. Et c'est bien mérité. Pourquoi ? Parce que c'est pas tous les jours la fête. Pour la science non plus. On va pas se le cacher, on est entre nous. C'est pas tous les jours festif d'être un scientifique en ce moment. Et ça ne l'a pas toujours été. Regardez, là, je vous montre. Hop, un t-shirt de Galilée. Alors, ça, c'était Galilée. Et par exemple, à son époque, on est début du première moitié du XVIIe siècle. C'était pas forcément la fête tous les jours. De tenter de dire quelque chose comme, par exemple, et pourtant elle tourne, disait-il, comme, tout ne tourne pas autour de la Terre, la Terre tourne aussi autour du Soleil. C'est ça. Héliocentrisme. C'est génial. J'ai la validation scientifique. Donc voilà. Et lui, il avait eu des problèmes parce qu'à l'époque, il se battait quand même contre un système idéologique qui n'avait pas intérêt à ce que ça se sache trop ou à reconnaître cette vérité-là. Et il s'est bien battu pendant une partie de sa vie pour dire... Oh, attendez. Il s'est bien battu pendant une partie de sa vie pour dire mais si, elle tourne. Donc voilà, c'était pas très cool. Après, il y a eu les Lumières, deuxième partie du XVIIe siècle, où là, c'était un peu plus cool d'être scientifique. On peut le dire. Et si on voulait pécho en soirée... Tenez-vous, il y a des enfants quand même. Si on voulait rencontrer son amoureux, son amoureuse, il faisait bon dire coucou, je fais de la trigonométrie ou des trucs comme ça, ou tu veux voir mon cabinet de curiosité, etc. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus inquiétant de certaines manières, puisque on va en parler, il me semble, mais là il y a le créationnisme. Donc le fait que le monde ait été créé en 7 jours est enseigné dans certaines écoles au même titre que l'évolutionnisme. Donc le fait qu'on soit les fruits de l'évolution de 13,8 milliards d'années, je vous ai demandé avant l'émission, d'évolution depuis le Big Bang. Il y a de plus en plus de platistes derrière les ordinateurs qui sont convaincus que la Terre est plate. Et à la télé, ici même, sur un plateau télé, on peut dire à une scientifique qui vient parler du réchauffement climatique, excusez-moi, mais il faisait froid ce matin. Voilà. Donc, c'est pas facile d'être scientifique. En tout cas, ça va peut-être être un oxymore, mais moi, j'ai foi en la science. I believe in science, I believe in you. Donc, bonne fête, profitez-en bien. Merci. Et voilà, on croit en vous. Merci. Oh, quelle déclaration, c'est beau ça. Bon, allez, on va aller plus loin tout de suite en images. Une autre déclaration, la fête de la science, c'est parti. Moi, je suis sûr que la Terre est plate. Ah bon ? Tu crois ? Si vous faites partie des 18% de jeunes entre 18 et 24 ans qui doutent que la Terre est ronde, courez à la 28e édition de la fête de la science. Ça se passe du 5 au 13 octobre prochain et vous pourrez partout en France aller à la rencontre de scientifiques, profiter de portes ouvertes exceptionnelles dans des laboratoires de recherche, des facs, des musées, etc., etc. Une vraie fête populaire pour tous les âges avec tout plein d'animations, d'ateliers, de conférences et j'en passe. Le thème de cette année, raconter la science, imaginer l'avenir. Bouleversement climatique, intelligence artificielle, biomimétisme, révolution numérique, génétique, bref, vous pourrez vous confronter aux grands enjeux du 21e siècle. Car la science, ça concerne tout le monde. Non, le cerveau masculin n'est pas plus fait pour les sciences que le cerveau féminin. Une idée qui a pourtant la vie dure et qui fait qu'aujourd'hui encore, seulement 40% des scientifiques sont des femmes. Et dans les écoles d'ingénieurs, la proportion de demoiselles tombe carrément à 18%. Alors, on vient s'ouvrir l'esprit et s'échauffer les neurones à la fête de la science ?
Mais bien sûr qu'on va y aller à la fête de la science. C'est jusqu'au 13 octobre. Et pour aller plus loin, Michel Cabaret, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes le directeur fondateur de l'Espace des sciences de Rennes et vous êtes le coordonnateur régional de cette fête de la science. Alors, on avait envie de vous poser une première question. Vous qui travaillez depuis des années sur la science et qui êtes un passionné, comment vous avez vu évoluer le rapport à la science ? On l'évoquait rapidement là tout à l'heure. Mais... C'est vrai qu'en plaisantant, on voit bien que aujourd'hui, la science comment dirais-je, elle est remise en cause. Malheureusement, si 20% des jeunes pensent que la Terre est plate, on se dit qu'il y a beaucoup 18. C'est ça. Ouais, presque 1 sur 5. Bah, c'est ça quand même. On peut se dire quand même qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai que si on remonte quelques années en arrière, on aurait pu penser qu'on n'aurait jamais entendu ces chiffres-là en 2019. Et pourtant, ils sont bien là. Donc il y a quoi ça vient d'une perte de confiance du grand public avec la science, mais pas seulement avec la science, aussi avec les politiques, avec les médias, avec finalement beaucoup de familles qui composent notre société. Il y a une certaine remise en cause qui est due aussi sûrement à l'évolution qui nous apporte beaucoup de belles choses, le monde du numérique, mais on peut facilement remettre en cause certains sujets, on peut donner son avis de manière émotionnelle sans faire... comment dirais-je, marcher un petit peu son cerveau pour développer une pensée rationnelle, voilà. Beaucoup de fake news qui demandent donc des vérifications. Ça vous rend optimiste, ça, finalement, du coup ? Non, mais je pense qu'il y aura un retour de balancier de tout cela, parce que finalement, l'être humain recherche à comprendre le monde, ce qu'est la vérité. On parlait tout à l'heure de l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Ce sont des travaux assez contemporains qui nous ont permis de découvrir tout cela. Ouais. Aujourd'hui, on s'est plongé grâce à l'histoire de la lumière à ces confins de l'univers, mais depuis quelques années aussi, on sait entendre l'univers avec les ondes gravitationnelles qu'on a découvert seulement il y a 2 ans. Enfin, Einstein les avait déjà découvertes, mais on les a vraiment observées tout récemment. Donc on voit bien que le monde est en mouvement, on voit bien que la science aussi, elle fait partie de notre vie quotidienne. On parlait de numérique, mais on peut parler de la santé, de l'environnement. Oui, la vulgarisation, finalement, ça va beaucoup plus loin qu'expliquer les simples choses. On peut parler de vaccination, d'OGM, d'énergie. C'est bien que vous parliez de vulgarisation, parce que je sais que vous vous considérez comme un passeur de science. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le contact humain est essentiel pour transmettre ? Ben oui, je pense que vu qu'il y a cette crise de confiance, alors rien ne vaut qu'une présence humaine pour parler avec le grand public. Et c'est pour ça que la fête de la science est essentielle. C'est qu'elle met en contact les chercheurs et ceux qui font la science au sens large avec les enfants comme vous, avec les familles, avec finalement toute la population. Et c'est, je pense, de nature à restaurer, à recréer ce lien de confiance dont on a bien besoin. C'est ce que vous faites au laboratoire de Merlin, par exemple, à l'Espace des Sciences, avec plein d'animations. Et puis au Planétarium, où c'est des séances en live. Ça, c'est important aussi. C'est pas des bandes enregistrées. Voilà. Ça, c'est pour nous, effectivement, c'est la marque de fabrique de l'Espace des Sciences que de donner la parole à des grands scientifiques comme Hubert Reeves, Jean Jouzel et d'autres, mais aussi d'avoir ces scientifiques face au public chaque jour. On a une quinzaine d'animations tous les jours face au public. Moi, je pense que la science ne vaut que si elle est partagée. Donc, il faut l'expliquer. Ça fait partie du métier de chercheur aujourd'hui aussi d'aller à la rencontre du public. Alors les chercheurs eux-mêmes ne peuvent pas le faire toute l'année, tout le temps. Il y a un temps pour ça, c'est la fête de la science. Mais après, nous, on est là pour prolonger avec le Festival des sciences. Et puis nous, à l'Espace des sciences, toute l'année, la fête est en sciences. Alors, j'en connais une qui est une passionnée de sciences, comme vous. D'ailleurs, vous la connaissez, c'est Claudie Aigneret. Elle nous a envoyé un petit témoignage. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je suis Claudie Aigneret, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Et j'ai eu la chance de réaliser 2 missions spatiales. En travaillant avec des chercheurs passionnés, avec des ingénieurs bourrés de talents de toute nationalité, pour explorer plus loin, pour préparer l'avenir, des missions vers la Lune, des missions vers Mars. Et puis j'ai eu la chance de voir la planète Terre, planète magnifique et fragile dont nous sommes responsables. Alors la science, j'en ai toujours été curieuse. Et je sais que la science, la technologie, l'informatique, ça nous donne des pouvoirs pour comprendre et pour agir. Vous aussi, soyez des explorateurs de l'avenir. Explorez les pourquoi, explorez les comment. Soyez curieux, faites-vous plaisir, osez. Imaginez les métiers de demain. Imaginez les métiers de demain. C'est un très beau témoignage que vous partagez d'ailleurs, évidemment, dans les grandes lignes. L'important, c'est de sensibiliser les plus jeunes
Bien évidemment, c'est un public privilégié parce que lorsqu'on est enfant, finalement, on est curieux comme vous et donc on a besoin de satisfaire cette curiosité avec l'observation de la nature, mais aussi des étoiles, des planètes, de une multitude de choses. Et la science, elle est là pour nous apporter finalement, grâce à ces méthodes, grâce à tous ces différents contenus, de la physique, des mathématiques, à la biologie et une multitude d'autres sujets, elle est là pour nous apporter finalement des réponses. Alors pour toucher les plus jeunes, vous avez par exemple une chaîne YouTube. Oui. Alors ce qui est incroyable, que vous m'avez appris, c'est la plus grosse chaîne YouTube scientifique de France que vous avez à l'Espace des Sciences de Rennes. Voilà. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir tous ces grands scientifiques, on a la chance de travailler dans la durée et d'être installé à Rennes, ici dans les Champs Libres, prochainement demain à Morlaix, et d'avoir des médias scientifiques aussi. Parce qu'on a besoin de diffuser cette connaissance scientifique plus que jamais. C'est ainsi qu'on a cette chaîne YouTube, 14 millions de vues, mais on a aussi une revue scientifique mensuelle, Science Ouest. On a nos expositions itinérantes qui sillonnent la France avec des fourmis, des araignées, des sujets divers de la grande vitesse ferroviaire aux dinosaures, par exemple. Et donc, c'est un véritable bonheur que de partager les connaissances scientifiques et on est vraiment des passeurs de science avec toute une équipe. Et oui, un réseau, un maillage, donc tout au niveau régional. Et vous prolongez encore la fête de la science par le Festival des sciences. Ça va avoir lieu jusqu'au 20 octobre sur la métropole rennaise, mais également dans toute la Bretagne. À Brest, par exemple, il y aura un village des sciences. Oui, alors voilà, après celui de Rennes, de Morlaix, de Lannion, de Vannes, de Lorient, il y en a un ces jours-ci du 10 au 13 octobre à Brest, c'est au Quartz. Alors à Brest, on y parle de la mer, de l'environnement, de paléontologie. C'est un très beau sujet. Après, vous parliez d'animations qui vont se dérouler sur la métropole. On peut aller assister à une conférence, par exemple, sur peut-on parler de conscience chez les animaux. C'est à la médiathèque de Saint-Herblon le mercredi 16 octobre prochainement. Donc il y a 200 événements comme ça qui sont proposés parce qu'on a une multitude maintenant de chercheurs qui participent au mouvement. Et en fait, on ne les remerciera jamais assez parce qu'ils donnent de leur temps pour partager ce plaisir des connaissances scientifiques. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler de science avec autant de passion. Alors, la passion, il y en a beaucoup ici, et justement pour la science et l'écologie, c'est ce qu'on va voir avec vous, Benjamin Boiteau. Vous êtes enseignant responsable du projet Éco-École à Vannes, dans une école qui s'appelle Nicolas-Zic-Lassalle. Tout à fait. Et vous êtes venu avec 2 petits bouts de choux adorables. Bonjour Jeanne, bienvenue. Jeanne Picavet, et bienvenue à vous Hippolyte de La Valette. Bienvenue à tous les 3, du coup. Expliquez-nous un petit peu quel est le projet Éco-École que vous portez en cette année scolaire. Alors, le projet date de longtemps dans ma tête. Depuis longtemps, j'ai envie de parler de biodiversité avec mes élèves, donc sans que ça se fasse vraiment. Et au mois de mai dernier, avec le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui a mis en avant un déclin dramatique de la biodiversité, ça a été vraiment le fait marquant pour moi pour me dire je vais lancer mes élèves sur cette thématique. Et vous n'avez pas perdu de temps, parce que dès le jour de la rentrée des classes... C'est ça, dès le jour de la rentrée des classes, pour motiver mes élèves, je leur ai fait lire un résumé de ce communiqué de presse de l'IPBES, pour voir comment ils allaient réagir et pour les lancer sur le sujet. Alors c'est ce qu'on va leur demander, justement, à Jeanne et à Hippolyte. Vous êtes en CM1 Oui. Ça va, il est gentil comme instituteur? Oui. Ça va, ils n'ont pas le choix, mais ils sont obligés de bien vous d'abord. Vous avez 9 ans tous les deux, enfin 9 ans et demi pour Hippolyte, c'est important. Comment vous avez réagi face à ce que vous a dit Benjamin? Ça nous a énervés de voir qu'il y avait autant d'espèces qui disparaissaient à cause de nous, à cause des hommes. Oui. Ça nous a bien énervés, on a voulu tout arrêter tout de suite. Arrêter, ça veut dire agir, finalement? Oui, agir, et on a cherché des idées pour agir. Alors, quelles idées avez-vous trouvées? De quelle façon, justement, allez-vous entrer dans l'action? Alors, la première étape, c'était de faire un bilan, justement, de quelle biodiversité est dans notre école. Et donc, on s'est posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme biodiversité, et en particulier, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme espèce qu'on ne pourrait pas observer. Donc, ils se sont posés des questions. Et on a trouvé les chauves-souris. Ça, c'est une bonne idée, ça. Et alors, il s'est passé quoi? Du coup, vous avez installé... Du coup, on a contacté le Muséum national d'histoire naturelle qui nous a mis à disposition des enregistreurs d'ultrasons que l'on a installés dans l'école. Vous pouvez le voir sur l'image. L'installation de l'enregistreur. Donc, on a laissé pendant toute une nuit
Et les données qui ont été enregistrées ont été envoyées au muséum. Et elles sont en cours d'analyse. Donc on ne sait pas encore les résultats s'il y a des chauves-souris qui sont présentes. Mais et en fonction, vous êtes amené à adapter par exemple l'éclairage de l'école ou des choses comme ça? Vraiment voilà, de manière très après on peut imaginer des solutions pour favoriser les chauves-souris dans notre école. Par exemple, on a une cave avec des soupirails donc, qui sont pour l'instant grillagés. Donc on peut imaginer qu'on pourrait remplacer le grillage par une plaque avec un trou permettant aux chauves-souris de rentrer pour qu'elles puissent venir s'abriter, par exemple. Alors ça, c'est un premier projet. Voilà. Les actions vont s'échelonner tout au long de l'année scolaire, hein, c'est ça? Oui. Vous avez également un autre projet qui est vraiment intéressant, c'est une aire marine éducative. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez aller où? Sur quelle plage? On va à Conlo. La plage de Conlo, c'est ça? Donc c'est ça, à Vannes. À Vannes. Donc on a lancé le projet en fait par rapport aux oies bernaches. Donc en mathématiques, je leur ai fait étudier un graphique représentant le déclin des bernaches depuis un certain temps. Donc on a appris à lire le graphique et quand on a bien compris comment évoluaient les choses, donc ils se sont questionnés, ils ont été encore révoltés de voir ces choses diminuer, ces oiseaux diminuer. Donc c'est quand même on est passé il y a 15 ans de 30 000 bernaches à 15 000 à l'heure actuelle. Donc c'est un déclin vraiment hyper important. Et donc voilà, donc on s'est posé des questions, savoir comment on pouvait agir pour ces bernaches. Donc on a appelé une dame qui s'occupait de l'aire marine éducative et elle nous a expliqué que les oies bernaches, elles mangeaient des austères naines. Donc on a décidé d'aller sur Conlo pour essayer on a vu qu'il y en avait plus maintenant, enfin presque plus. Donc on va essayer d'en refaire pousser. Et dis-moi, c'est quoi des austères alors? C'est des plantes à fleurs qui poussent à côté de la mer. Qui poussent sous l'eau. Sous l'eau, ok. Est-ce que vous savez pourquoi elles disparaissent, justement, ces plantes? À cause de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cause? Oui, Hippolyte? à cause souvent des bateaux qui jettent l'ancre. Et quand ils la remontent, ça arrache les austères naines. Souvent pour ça. Ça veut dire que vous êtes malin en fait, parce que vous allez devoir aller sur la plage au lieu d'aller à l'école pour étudier ça. C'est ça. Ils sont malins jusqu'au bout. Ils sont malins. c'est un peu ça. Ils sont malins. Donc vous allez essayer de faire revenir les fameuses austères. Oui. Chouette. Bon, ça c'est un grand chantier. Donc c'est vraiment un projet qui doit être mené par les enfants, qui est à l'initiative des enfants, et donc c'est à eux de prendre toutes les décisions et d'avancer dans le projet. On sent qu'ils sont bien motivés en tout cas. Ça vous plaît un projet comme celui-ci? Oui. Oh bah ils sont motivés. Oh là oui. Vous avez l'intention d'aller même jusqu'à une exposition. Tout à fait. Donc au mois d'avril prochain, donc le 3 avril précisément, on a envie de monter une exposition pour expliquer qu'est-ce que c'est la biodiversité et quelles auront été nos actions au cours de l'année. Donc on n'espère pas faire une exposition aussi belle que celle tous vivants, tous différents de l'espace des sciences de Rennes. Mais on espère quand même inviter les autres écoles de Vannes. Peut-être bientôt à l'espace des sciences, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc voilà, donc on va inviter les autres écoles à venir voir tout ce qu'on a fait et essayer de leur expliquer la gravité des choses. C'est formidable comme projet. Bravo à vous parce que c'est franchement un bel exemple. Franchement, chapeau. Michel, vous en pensez quoi d'un projet comme celui-ci? Je pense que c'est très intéressant d'impliquer les enfants. On voit bien que vos yeux s'éveillent et que vous avez les pupilles là, qui se dilatent lorsque vous parlez des zoostères, des bernaches. Je pense que c'est au contact comme ça de la nature, au contact des questions, enfin en voyant aussi les questions qui se posent concrètement aujourd'hui. Les populations de bernaches quand même divisées par deux, c'est très inquiétant. On le voit bien, c'est quelque chose de manifeste aujourd'hui. Lorsqu'on roule en voiture, il y a de moins en moins d'insectes qui viennent frapper nos pare-brises, il y a de moins en moins d'oiseaux. Donc les travaux pour la biodiversité doivent vraiment intéresser tout le monde et les jeunes dès leur plus jeune âge, quoi. Et donc moi je vous encourage à continuer et puis à ce que vous soyez aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'autour de vous, vous puissiez aussi inciter d'autres jeunes comme vous à avoir ces gestes d'observation, de préservation de la nature
Michel va vous suivre. Je peux vous Voilà, moi je vais vous suivre. On va vous suivre, c'est certain. Allez, je vous propose maintenant qu'on aille rencontrer une belle association qui bouge elle aussi. Et c'est celle qui est allée rencontrer Billy. Bonjour Ada. Salut Billy. Bonjour Boris. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Alors on est venu ce matin à votre rencontre parce qu'on va découvrir votre association. Donc toi Ada, tu es la présidente et toi tu es membre actif, c'est ça? Exactement. Qui s'appelle AR Ta Tête. Deviens athlète. Deviens athlète. Alors c'est quoi cette association Ada? Raconte-nous un petit peu. Eh bien, cette association, elle est née suite à différentes rencontres de personnes handi qui ne se bougeaient pas. Alors tu dis handi, c'est handicapé. Et qui ne se bougeaient pas. Et l'idée, c'était de les mettre à l'eau pour que les personnes se bougent et puissent développer des compétences qu'elles allaient après transférer dans leur recherche d'emploi, dans un premier temps. Okay. Puis dans un second temps, dans leur vie quotidienne. Et puis travailler sur l'acceptation du handicap. Donc, AR Ta Tête, deviens athlète. Donc c'est basé uniquement sur le sport ou vous faites aussi d'autres activités? Au départ, c'est basé sur la natation essentiellement. Et puis, on s'est développé vers la sensibilisation à la notion du handicap par le biais du sport. Et c'est là que mon ami Boris intervient essentiellement. Ça consiste en quoi? Les actions que vous menez, elles consistent en quoi? Donc en premier lieu, il y a la partie sportive. Donc on les met en situation de basket fauteuil. Donc on les met dans des fauteuils et on leur fait faire un mini-match de basket avec les règles et tout. Et une fois qu'ils ont fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de fauteuil, donc de sport, là on passe à la discussion qui se passe plus avec Ada. Avec quel public? Est-ce que vous avez... Alors, ça peut être les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi les jeunes de la PJJ, protection judiciaire, ou la prison. Prison de Vezin-le-Coquet, on a déjà été faire des sensibilisations avec les détenus. Donc on passe 1 heure à faire du sport avec eux, et après on passe une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter avec eux, que ce soit sur le handisport, mais que ce soit aussi sur la vie de tous les jours, et sur leur futur, sur la sortie, quoi, voilà. Ça marche. Et là, vous avez des clients, j'allais dire, mais des personnes qui sont handicapées ou valides là, sur cette situation-là? En prison, on a rencontré que des valides. D'accord. Par rapport à cette sensibilisation, il y a la partie discussion, et la partie discussion, elle est plus orientée coaching. Ça va être de permettre à toutes les personnes que l'on sensibilise de parler de handicap, mais finalement, c'est qu'un prétexte à parler des souffrances que les uns et les autres peuvent vivre, peut-être avec une enfance compliquée, pour qu'à la fin, une fois qu'on a terminé cette sensibilisation, que les personnes puissent se dire finalement on peut s'en sortir. C'est ça. Je me suis aéré la tête et voilà, du coup je suis devenu un athlète, mais pas que physique, quoi. Voilà. Ça, on a bien compris. C'est votre ça, message. muscler le moral pour garder la pêche, parce qu'on pense, nous, que le moral est un muscle. Et ça demande de l'entraînement. Parce que c'est plus facile d'être dans le négatif que le positif. Ça, c'est bien vrai. Et nous, on a cette chance d'être handi, finalement. Parce qu'on peut tout dire. Et on a, par rapport à notre personnalité, la pêche. Et cette pêche, quand on leur donne... On communique bien comme il faut. On la communique et puis on leur donne, mais on en reprend aussi. On se nourrit. C'est ça le partage en fait. La discussion, c'est ça, c'est que tu vas apporter des choses à l'autre, mais que tu vas en réceptionner toi aussi, ça va te servir à toi aussi. Mais nous, on le dit toujours, tous les matins, ensemble, c'est mieux. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'association ou pour vous, dans votre situation d'aujourd'hui, pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on souhaite? Va pas tomber dans l'eau, Boris, parce que moi, je ne vais pas aller. Non, mais c'est parce que j'ai choisi l'option de ne pas prendre de frein sur mon fauteuil, et donc du coup, là je me cale contre Ada. Il n'a pas de frein, il n'a pas de poignet, c'est un garçon, un homme, super fort. Ça. La fille, elle a des freins et des poignets. Parce que... Alors du coup, ma question, qu'est-ce qu'on vous souhaite? À l'association plutôt. Les deux. À l'association, qu'elle continue, qu'elle pérennise, qu'elle continue, quoi. Qu'il y ait beaucoup de gens à passer pour qu'ils comprennent ce fameux message du début, quoi. AR Ta Tête, deviens athlète, deviens toi-même, quoi, voilà. Mais c'est surtout, pour nous, le plus important, parce qu'on fonctionne avec aucune subvention, c'est de pouvoir partager cette valeur qui est de faire de son corps un partenaire plutôt qu'un adversaire. C'est ça, ok. C'est ça. Donc on a bien compris qu'avec AR Ta Tête, c'était pas seulement du physique, que le moral était très important. Et du coup, je vous remercie beaucoup parce que dans cette communication qu'on a ensemble, peut-être que vous avez pris un peu de moi, mais moi j'ai pris énormément de vous. Donc demain, dans mon quotidien, je saurai comment réagir avec AR Ta Tête, deviens athlète. Yes. Merci beaucoup, Ada. Merci. Allez, à bientôt. Bonne journée à vous.
Ils sont incroyables, formidable message d'Ada. On a la chance d'être handicapés. C'est fabuleux d'entendre ça. Enfin, voilà, ils sont un exemple merveilleux, sincèrement. Et ça nous a permis, en voyant la piscine, de réviser le principe d'Archimède. Alors, Laurence. Oui, j'avais le début. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale orientée de bas en haut. Voilà. Mais après, je sais plus. La poussée verticale, c'est ça. Aère ta tête, deviens athlète. On est poussé vers le haut. En tout cas, d'entendre des témoignages comme ça, merci à eux. Ouais, je voyais que Justine aussi, elle était très. Moi, je trouve touchée. ça formidable. Je trouve ça formidable, ce qu'ils font. Et c'est très bien. Une belle association. Aère ta tête devient athlète. Un autre athlète sur le plateau qui nous a rejoint, Karl Brozek. Eh ouais. Allez, champion. À côté de Céline Tallet qui nous parlera tout à l'heure du bien-être des animaux. Voilà. Alors, Karl, on va tout de suite vous poser cette question. Quels sont les rapports entre science et philosophie? Parce que la philo, c'est plus une matière littéraire que scientifique, quand même, à la base. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer que la philosophie est une matière purement littéraire. On analyse des textes, on fait de la dissertation. Or, il faut savoir que pendant des siècles, la philosophie était une science et la philosophie était même considérée comme la reine des sciences. C'est ça qui est étonnant. Effectivement, la reine des sciences. Rien que ça. Les sujets abordés par la science et par la philosophie sont quand même pas tout à fait les mêmes. Mais non, mais il faut savoir que quand la philosophie apparaît vers le 5e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique, les tout premiers noms des tout premiers philosophes, avant même Socrate, qui a inventé la philosophie moderne, avant Socrate, eh bien, les tout premiers philosophes s'appellent Thalès, on connaît tous Thalès et son fameux théorème. C'est aussi Euclide, l'inventeur de la géométrie euclidienne. C'est aussi Pythagore. Pythagore, on a tous sué sang et eau sur le fameux Pythagore, surtout Justine. Mais je ne suis pas d'une balance. Je ne dirai pas ce qu'a dit Justine tout à l'heure en antenne. Ah ben on peut, j'assume pas de viser Justine parce que moi je me souvenais pas non plus et je me doute que... C'est quoi le théorème de Pythagore, Karl? Alors donc, prochaine question, Laurence, on va avancer un petit peu, c'est ma chronique. Alors, Thalès est l'auteur du tout premier geste philosophique. C'est l'inventeur de la philosophie. Exactement. Figurez-vous que nous sommes le 28 mai, moins 595, très exactement, 28 mai, moins 595 avant Jésus-Christ. Que se passe-t-il à Athènes ce jour-là? Il y a une éclipse de soleil. Alors, une éclipse de soleil, à l'époque, c'était considéré comme quoi? C'était considéré comme une punition divine. Il fallait aller faire des offrandes au temple d'Athéna pour calmer sa colère et faire revenir le soleil. Thalès, lui, quelques jours avant, dit calmement, je vous jure, il va y avoir une éclipse de soleil à tel jour, à telle heure. Et la science et les faits lui auront donné raison. C'est à partir de ce jour-là qu'on commence à évincer les croyances religieuses, qui ne sont à l'époque que superstitions, et que la raison commence à triompher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toutes les facs de France, les facs de philo de France, on considère que le 28 mai, c'est la date anniversaire des débuts de la philosophie, c'est-à-dire du triomphe de la raison sur la superstition. Étonnant, non? C'est beau, ça. Et alors aujourd'hui, on en est. Quels sont les rapports entre science et philosophie? Alors aujourd'hui, les rapports entre science et philosophie, il faut savoir que pendant des siècles, il y a eu des rapports qui ont été extrêmement forts. Platon et sa fameuse académie, où il était écrit sur le fronton « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». C'est-à-dire que pour être philosophe, il fallait avant tout faire des mathématiques, faire de la science. Et puis plus tard, on a Blaise Pascal. Blaise Pascal et ses fameuses lois. Si aujourd'hui on mesure la pression barométrique en Pascal, c'est grâce à lui. Il y aura également Descartes et ses lois d'optique. Et puis au XXe siècle, Albert Einstein, par exemple, qui aura des raisonnements tout autant philosophiques que scientifiques. Donc finalement, les deux sont toujours inextricablement liés. Aujourd'hui encore, par exemple, les livres d'Hubert Reeves sont des livres qui sont tout autant philosophiques que scientifiques. Alors aujourd'hui, si on se réfère à aujourd'hui, on va remonter quelques dizaines d'années en arrière avec un philosophe et scientifique allemand qui portait un prénom super classe, Karl Popper. Karl Popper était cet allemand, alors plus exactement autrichien. C'est un homme qui a écrit beaucoup de livres et qui a rapproché la science et la philosophie et surtout qui a mis en place un concept très intéressant qui est celui de falsifiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Karl Popper nous dit aujourd'hui on a tendance à mélanger ce qui est de la science et ce qui ne l'est pas. Prenons l'exemple des horoscopes. Un horoscope, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de superstition qui essaye de se faire passer pour de la science en disant mais nous nous basons sur les calculs sur les astres, etc. Et Karl Popper dit un énoncé donné par un horoscope ne peut pas être un énoncé scientifique puisqu'il n'est pas falsifiable. Je prends un exemple concret. Mon horoscope aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit de moi? Je suis
suis du signe du Cancer. Mon horoscope me dit ambiance amoureuse sous l'impulsion d'Uranus. Vous donnerez la part belle au soleil de vos amours plutôt que de céder aux petits désagréments qui jalonneront votre journée. Votre humeur chaleureuse et accueillante influencera considérablement les qualités de vos relations sentimentales. C'est-à-dire que ce sont des énoncés. Attention, ce sont des énoncés qui n'ont aucune valeur scientifique pour Karl Popper. Pourquoi Karl Popper, il joue au Popper, enfin bon. Pourquoi est-ce que ça n'a aucune validité scientifique? Parce que c'est tout le temps vrai, c'est tautologique. C'est-à-dire que évidemment, si je suis plutôt de bonne humeur, autour de moi, les gens vont être de bonne humeur. Donc en fait, les horoscopes sont pour Popper des attrape-nigauds où ce n'est ni vrai ni faux. C'est comme de dire finalement qu'est-ce qui est le plus scientifique entre Dieu existe et 2 plus 2 égale 5. C'est plus scientifique de dire 2 plus 2 égale 5 parce que c'est faux et on peut le prouver. Tandis que Dieu existe, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas non plus ne pas le prouver. Donc méfiez-vous de ces sciences, ces pseudo-sciences qui ont tendance à essayer de se faire passer pour des sciences et d'avoir une rigueur scientifique qui en fait n'existe pas. À retenir, même si je sais que vous adorez les horoscopes, ne mentez pas à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Karl. Ça vous inspire quoi, ce qu'a dit Karl? Non, mais je partage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est attaqué par ces pseudosciences, il faut bien le dire. Elles ont du succès. On a aussi le monde des croyances, vous en avez parlé un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile de croire que d'apprendre. Et on voit bien, nous-mêmes, à l'Espace des Sciences, au Planétarium notamment, on a plusieurs familles qui n'ont pas voulu venir parce qu'on passait de la musique ou la théorie de l'univers qu'on présentait n'était pas celle qui était dans les livres bibliques, par exemple, du Coran ou autre. On voit bien que les croyances aussi remettent en cause la science. Donc, finalement, c'est un combat de nous tous, des enseignants, des médiateurs, des scientifiques, pour faire progresser cette pensée rationnelle afin qu'on comprenne mieux le monde. Et il y a encore tellement de belles choses à découvrir. Oui. Eh bien justement, on va parler de belles choses à découvrir, et c'est pour ça que Céline Tallet est là. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse et éthologue à l'INRA, qui est donc l'Institut national de la recherche agronomique. Sur quoi travaillez-vous? Donc effectivement, je suis éthologue, donc j'étudie le comportement des animaux. Donc en particulier à l'INRA, je m'intéresse au comportement des porcs et à la relation qu'ils peuvent créer avec nous, les humains, et en particulier avec les éleveurs. Alors, quelle perception ils ont de nous, les porcs? C'est intéressant parce qu'on ne se pose pas souvent la question dans ce sens-là, en fait. L'idée, c'est que les porcs, ils n'ont pas forcément la même perception du monde en général que nous. Donc, ils ont une ouïe très développée par rapport à nous. Donc, ils entendent des ultrasons, par exemple. On a parlé des chauves-souris tout à l'heure. Ils ont un odorat très développé aussi. Donc, on peut se servir des cochons pour chercher des truffes, par exemple, comme on pourrait le faire avec des chiens. Donc, ils n'ont pas la même perception de l'environnement. Et donc nous, on essaye de comprendre cette perception pour adapter le comportement des humains. Alors ça s'applique aussi à l'élevage, parce que qui dit cochon dit élevage. Est-ce que les connaissances que vous mettez en avant sur les porcs, par exemple, pourraient faire bouger les choses en termes de bien-être animal? Oui, on en parle beaucoup en ce moment. Donc moi, je travaille sur la relation entre l'animal et l'éleveur. Donc j'essaye de comprendre ce que l'éleveur pourrait faire pour apprivoiser, par exemple, ses animaux. On sait que si on apprivoise les truies, l'apprivoisement, les truies vont être plus calmes, plus faciles à manipuler, donc le travail de l'éleveur est plus facile. Puis l'éleveur apprécie aussi plus de travailler avec des animaux qui sont sympas qu'avec des animaux qui ont peur ou qui peuvent être agressifs. Voilà, tout à fait. Alors vous dites par exemple que in utero, les petits porcelets, quand ils entendent la voix d'un humain, s'ils retrouvent cette voix à la naissance, ils sont très calmes, très bien, très apaisés. Donc voilà, c'est une partie de mes recherches sur la communication acoustique. Donc j'essaye de voir comment ils perçoivent notre voix. Donc, et ça se passe comme avec nous, avec les enfants. Donc, si on parle à nos bébés... Oui, les petits humains, on parle au ventre de la maman, bien sûr. Et voilà, à la naissance, du coup, les enfants sont plus calmes s'ils ont entendu parler beaucoup leurs parents. Après, c'est pour les vaches, mais il paraît que celles qui ont un prénom et donc qui ont peut-être une relation aussi individuelle avec l'éleveur donnent plus de lait. Est-ce que c'est... En fait, c'est lié au bien-être aussi. Un animal qui est heureux, on va dire, qui est élevé dans des conditions de bien-être, il va produire mieux, produire plus. Donc c'est aussi avantageux pour les éleveurs. Comme quoi, vous voyez, c'est important. L'amour, finalement, c'est un peu la clé de tout. L'amour est rentable. Un bon exemple pour les enfants. Bravo, belle mentalité. Alors, Céline, vous participez au Village des Sciences, dans le cadre du Festival des Sciences du même nom. Vous avez été amenée dans ce cadre-là à élaborer des petits jeux pour nous faire à tous un peu mieux connaître les animaux, justement. On s'est dit que ce serait bien que vous nous fassiez tester 2-3 petites choses. Oui, donc vous posiez quelques colles. Qu'est-ce que vous connaissez un petit peu sur les cochons. Donc la première question, c'est est-ce que le porc a toujours la queue en tire-bouchon? Non. Pas les petits. On va dire. Pas les petits. Je dis plus rien, ce... Moi, je ne sais pas. Bon, non, mal en bouche, on va dire. Non. C'est Bonne dans réponse. des espèces.
Non, ça dépend pas des races de porcs, mais ça dépend un peu de l'état dans lequel ils sont. Donc, quand ils sont en activité, ils ont la queue en tire-bouchon, mais voilà, quand ils ont peur ou qu'ils ont mal, ils vont mettre la queue entre les pattes, comme un peu les chiens, ou ils vont remuer la queue quand ils jouent, quand ils sont contents. Donc c'est autant de signaux qu'on essaye de comprendre pour comprendre ce que nous expriment les cochons. Une autre petite question ? Oui, on avait une question sur la truie. Est-ce que la truie fabrique un nid comme les oiseaux ? Oui. Oui. On va dire oui. Parce qu'on veut paraître oui, ça a l'air assez au hasard, c'est ça ? Oui, c'est un peu au hasard. Oui, la truie, dans son milieu naturel, elle va s'isoler une dizaine de jours avant de mettre bas, et puis elle construit un nid, parce que les porcelets, à la naissance, ils ne peuvent pas thermoréguler, donc ils ont froid. Donc ils ont besoin d'un environnement un petit peu comme les souris, un nid, un petit cocon pour être protégés. Et pendant l'accouchement, elle a dit au père, mais c'est ta faute, pas ça. Donc le père n'est pas là, mais effectivement... Alors, vous avez aussi travaillé sur les sons par rapport aux cochons. C'est très intéressant. On va écouter plusieurs sons. Vous allez essayer de nous faire deviner quoi, du coup? Oui, alors les sons, c'est parce qu'on travaille sur les émotions des animaux. Donc les cochons, ils communiquent beaucoup par les vocalisations. Ils expriment leur identité, l'état physiologique dans lequel ils sont et leurs émotions. Donc j'ai enregistré des sons, pas mal de sons. Et voilà, on va en écouter un peut-être. Alors, vous allez me dire si d'après vous, le cochon est dans une bonne émotion ou plutôt dans une plus mauvaise émotion. Il est excité là. Il est content là. Ouais, là, très bien. Ouais. Il est content, il est avec sa maman après avoir été tout seul pendant 5 minutes. Donc là, il est content, effectivement. Bon. Alors, deuxième son, on va. Il est tellement content qu'il ne dit plus rien. Il est chafouin. Non? Tu dis chafouin. Un peu contrarié. Ouais, là, il est un peu contrarié, mais il est tout seul. Donc, il explore son environnement parce qu'il est très curieux, le cochon. Et puis après, il a des petits couinements en fin de bande sonore qui expriment un peu qu'il est en train d'appeler sa maman ou exprimer qu'il a peur. J'aimais un peu les mêmes sons quand je rentre chez moi le soir et que c'est le bazar, que mes enfants en ont fait n'importe quoi, genre oh, 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 oh. C'est un peu ça. Vous avez raison, parce qu'il y a des similitudes entre l'expression des sons des des mammifères en général. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrive à interpréter ce qu'on entend. Eh bien, chouette, on a appris plein de choses avec vous. Merci beaucoup, Céline Talley. Et puis, vous participerez à une conférence documentaire qui sera consacrée au langage des animaux le 18 octobre prochain à la médiathèque de Torigné-Fouillard, suite à la diffusion d'un documentaire de Jérôme Cécile-Offray sur le langage des animaux, justement. Voilà, la communication vocale. La communication vocale. Merci beaucoup à vous. On va parler de l'hiver maintenant. Oui, c'est dur de passer après les petits cochons comme ça. Je sais. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir avec vous, Justine, les tendances de cette mode automne-hiver 2019 ? Oui, bien sûr, parce que là, on peut s'apercevoir, justement, ce matin, il fait bien froid, donc l'automne est bel et bien là, et on va parler justement des dernières tendances, et pour se retrouver dans toutes ces dernières collections, quel est le b.a.-ba, en fait ? Comment bien se sentir avec ces nouvelles collections ? On commence par quoi ? Les couleurs ? Les couleurs, c'est pas mal. Allez, les couleurs. Effectivement, cette année, les couleurs se rebiffent et on va avoir de belles couleurs bien lumineuses, comme le rouge, le rose, le fluo, les violets et aussi également le beige et le bleu ciel. Il n'y a que Karl qui a la mode. Là. Oui. Karl du beige. Attention, ça va arriver parce qu'il y a un peu de lit de bain aussi là, donc ça va être pas mal et de gris. Alors, chose importante aussi, c'est parce que vous allez le retrouver pas mal dans les collections, le lilas, qui est donc un violet très clair, va être justement la star des dernières collections. Donc on va le retrouver énormément. Et puis sinon, pour les couleurs qui vont être un petit peu plus classiques, on va avoir le kaki, l'indémodable gris, le bleu clin, et le lit de vin. Je suis pas mal là, ça va. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et bleu clin, parfait. Comment on porte de la couleur en hiver ? Pas toujours facile, des fois on se dit j'ose pas, j'ose. Souvent, parce que dans les collections, la plupart du temps, c'est beaucoup de couleurs foncées. Il y en a très très peu qui ressortent un petit peu du lot. Et c'est vrai que l'idéal pour déjà définir les bonnes couleurs, c'est de faire un test de colorimétrie pour savoir les couleurs qui vont vous aller au niveau de votre teint. Et donc le mettre forcément en valeur. Après, il y a 2 écoles, les plus audacieux et les autres. Donc les plus audacieux, ça va être forcément ceux qui peuvent assumer un total look coloré, en sachant qu'il ne faut jamais aller à plus de 3 couleurs dans un look. Exactement. Et puis pour les plus timides, je vais conseiller d'abord de peut-être travailler sur un accessoire ou d'avoir juste une pièce et justement l'associer à quelque chose de beaucoup plus sobre en termes de couleurs. C'est déjà bien si on commence comme ça.
c'est pas mal. Alors, au niveau des imprimés, quelles sont les tendances ? On a cru comprendre 2-3 petites choses, mais... Ouais, alors cette saison, plus que jamais, les tendances, elles sont bien présentes. Les imprimés sont bien présents. Moi, je suis ravie de tout ça. On va avoir beaucoup de carreaux. Alors, déclinés de plusieurs façons, comme pied de poule, le tartan, l'écossais. Et il va vraiment, en tous les cas, être très présent dans les collections, aussi bien dans les hauts que dans les bas. Il va falloir jouer avec cet imprimé qui va à tous les styles, qu'on soit casual, sportswear ou plus chic. Ça apporte vraiment du style. Ça apporte un look très, très pointu. Pardon. Et au niveau des matières, on opte pour quoi ? Des choses bien chaudes, hein, des petits trucs un peu doux, là. Alors oui, il y a effectivement un petit peu de maille encore pour les plus frileuses, mais il y a aussi le velours qui est toujours bien présent, alors plutôt lisse ou à fine côte. Et ce que l'on va retrouver également beaucoup, c'est la fausse fourrure. Voilà, qui est très douillette, qui va justement se retrouver plutôt sur les vestes, sur les manteaux. C'est assez confortable, on aime beaucoup, donc pourquoi pas partir là-dessus. Et on va retrouver aussi de l'organza. Alors ça, c'est un peu nouveau. C'est un tissu qui va être assez transparent, alors comme vous pouvez voir, qui va être assez rigide, mais ça donne beaucoup d'allure à un look. Ok, alors on termine avec les pièces de mode à avoir absolument. Oui. Allez. Alors, on va assumer le tailleur pantalon. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est hyper chic. Mais même avec une petite paire de baskets, on ne l'imagine pas forcément avec du talon. Une paire de baskets, ça va être très bien. Le look complètement, donc de A à Z, en denim aussi, ça va être extrêmement tendance. Vous allez avoir les jupes longues également, toujours. Et on adopte la jupe tartan, justement la chemise à col lavalière et tout ce qui est robe longue. Grosse tendance au niveau des accessoires également, ça va être le sac à perles ou alors on va toujours ceinturer. Les pulls, les vestes, n'hésitez pas à ceinturer avec une ceinture plus ou moins grosse. Les blouses dans les laboratoires, par exemple, on peut être scientifique et à la mode. Mais on peut être tendance, on ceinture cette petite blouse blanche. Pourquoi pas. Et très pratique en plus, ça marque la taille. Et ça fait du bien aussi. Oui, tout à fait. Bon. Et une dernière chose, parce que c'est important au niveau... c'est important. Au niveau des chaussures, ça peut être. On peut se sentir bien à choisir sa petite paire de bottes. Idéalement, c'est de prendre justement des bottes plissées, assez larges au niveau de la tige. Et ça va être super sympa avec des petites jupes un peu longues et justement le pull ceinturé. C'est la grosse tendance et c'est chouette. Vous avez beaucoup de talons. Oh, c'est magnifique. Joli, magnifique. Merci. Finir là-dessus, c'est parfait. Merci, Carl. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous. Franchement, c'était un chouette moment. Et on rappelle donc la fête de la science est jusqu'au 20 octobre, le Festival des sciences. C'est bien ça, Michel. Merci. On se retrouve demain à 10h45. On fera notamment un zoom sur les ventes aux enchères. Elles sont de plus en plus tendantes, vous verrez. Vous saurez tous les secrets avec Carole Gézéquel. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne. Baptiste Galmiche et Pascal Cossé se sont intéressés, tiens, ça va vous parler, Céline, aux races animales bretonnes. Et aujourd'hui, le porc blanc de l'Ouest, eh bien oui, il est à l'honneur. À midi, vous retrouverez votre journal régional. Alors, il ne vous reste juste qu'à vous souhaiter une belle journée sur France 3 Bretagne. Kenavo.